Salut aînés autonomistes, êtes-vous prêts à vous prendre une claque? En 3 ans de visite de lieux autonomes, si je devais en placer un dans mon top 3, c'est bien celui que nous allons vous faire découvrir ces prochaines minutes. De nombreuses personnes se lancent dans des projets collectifs, mais il est très difficile de mettre en place une organisation durable. C'est dans la région Grand Est que j'ai eu le plaisir de partager une journée avec des personnes touchantes, soudées, courageuses et inspirantes qui me prouvent qu'une logistique efficace peut faire de grandes choses. Je vous présente tout de suite l'ancien fort militaire de Pagny-la-Blanche-Côte, devenu le lieu d'accueil d'un collectif alternatif fantastique sur l'archipel. Tout d'abord, bienvenue. On est ici au fort alternatif. C'est la batterie d'un ancien fort militaire qui se trouve à Pagny-la-Blanche-Côte, dans la Meuse. En fait, on est 8 propriétaires du lieu, sur un lieu qui fait presque 5 hectares. On a beaucoup de gens de passage, à court et à long terme. Donc là, par exemple, à midi, on était 15 à table, peut-être même un peu plus. Eh bien, on vient tous d'horizons très différents. Donc chacun apporte ses compétences comme il le peut, comme il le veut. Parfois on change aussi, des fois on s'attelle plus à telle activité, puis à un moment donné on va en avoir marre, on va faire autre chose. Et c'est vrai que quand on a commencé ici il y a maintenant 6 ans, on était 4. Et alors c'est vrai qu'au départ on a commencé, il y en avait un qui gérait le site, une qui gérait l'accueil des personnes, toute l'intendance, tout ça. Et pour moi ça a été surtout tout ce qui était administratif, coordination, pas mal de communication aussi. C'est-à-dire que du coup on a aussi la communication interne, donc c'est à la fois s'organiser entre nous, régler les potentiels conflits. Quand je disais interne, ça voulait aussi dire organiser des réunions en fait. Organiser des réunions, alors ça c'est mon truc typique, on fait des listes, on organise des réunions, on pose des dates, parce qu'en fait il faut qu'on s'organise quand on est plein. C'est totalement spontané la manière dont on agit. Et c'est vrai qu'on se donne pas, on se fixe pas dans d'ici tant de temps, il faut qu'on ait fait ça ou quoi. Au début on l'a fait un peu, on s'y est tenu, mais du coup on était vraiment tout le temps, constamment, non pas en stress, mais on ne prenait pas de temps pour nous en fait. C'était tout pour le collectif, tout le temps. Du coup, à un moment donné, on a vite réalisé qu'il fallait prendre du temps aussi pour nous et développer nos projets personnels. Et justement, le collectif, il est passé par plusieurs phases, parce qu'au début, voilà, on était tous les uns sur les autres, et puis au bout d'un moment, c'est important aussi de se sentir respirer. Et comme le lieu est très grand, on a pu aussi chacun s'installer dans des espaces plus éloignés et retrouver, privatif pas forcément, parce que par exemple moi là où je suis maintenant, je vais peut-être changer dans quelques temps et puis ce sera l'espace de quelqu'un d'autre. Mais avoir sa zone pour se retrouver soi-même. Avoir son intimité. Son intimité. En famille aussi, parce que vous êtes pour certains... C'est ça. Moi typiquement au début j'étais tout le temps dans le collectif et puis le jour où où je suis tombée enceinte et tout, j'avais quand même besoin de plus avoir des gens de passage devant ma porte chaque matin, etc. Tu connais même pas le prénom, tu dis bon, ouais. Non, mais du coup c'est vrai que autant moi c'était un début en achetant un lieu comme ça, puisque moi-même j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup été nomade, enfin je le suis toujours d'ailleurs, mais c'était un début, un des objectifs, c'était de pouvoir accueillir des gens. Mais par contre, effectivement, après quelques années, on se rend compte que peut-être on a besoin d'autres choses, plus d'intimité, notamment pour les enfants. Tu dis ça fait 6 ans.
Oui. Ce qui est quand même beaucoup pour un collectif parce que j'ai suivi moi je voulais filmer un collectif et au bout de 2-3 ans, on en avait parlé tout à l'heure à table, c'est difficile à mettre en place. Ouais. Donc au bout de 6 ans, c'est bien, je pourrais savoir. En fait, c'est ça. Les clés, moi, en tout cas, on est passé par plein de phases. Hein. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu plein de choses en fait. Hein. Des hauts pour certains, des bas pour d'autres, etc. Et en fait, les clés pour moi, c'est sûrement les mêmes que pour tout le monde, mais c'est évidemment la communication, communiquer entre nous et s'organiser, quoi. Enfin, on a des modes de fonctionnement. À un moment, tu m'avais parlé un peu de est-ce qu'on met en place des cagnottes, etc. Oui, on fait ça, justement. Alors au début, c'était un peu compliqué parce qu'on avait des gens qui restaient là 2 mois dans l'année, d'autres qui restaient toute l'année. Enfin, les comptes d'apothicaires, c'était ridicule, en fait. Et maintenant, tout simplement, on fait des cagnottes mensuelles qui, franchement, qui sont ridicules, enfin, qui représentent très peu d'argent pour chacun mensuellement. Mais voilà, si chaque personne qui passe le mois ici cotise, et voilà, on arrive à payer ce qu'il y a de commun à payer de cette manière. Et faire avancer. Merci beaucoup. Salut Antoine. Salut. Bon, tu fais partie de l'équipe. Ouais. Alors là, dis-nous où on est un petit peu par rapport au fort. Alors là, on est à l'intérieur du bâtiment du casernement. Okay. Et les ingénieurs militaires, à l'époque, avaient très bien conçu ce bâtiment, puisqu'en fait, il est conçu pour récupérer l'eau de pluie, la filtrer et les stocker dans une cuve qui est juste ici à ma droite, qui fait environ 15 000 litres. 15 000 litres. Ouais. Et alors tu dis la filtrer, ça finit naturellement en passant par les rochers ou... Ouais, c'est ça, c'est filtré par la roche calcaire et la terre qui est au-dessus du bâtiment. En fait. D'accord. Et là, parce que les gens ne pourront pas trop voir, il y a combien à peu près au-dessus de nous, 10 mètres? Alors là, on a à peu près, je dirais, 4 mètres de structure. D'accord. Et au niveau terre, il y a environ, je pense, de 2 mètres sur l'avant du bâtiment jusqu'à une dizaine de mètres sur l'arrière du bâtiment. D'accord, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça, ce qui est bien, c'est que dans l'investissement, ça, il n'y a rien à faire. Vous avez un peu retapé ou... On a un peu retapé la cuve. Je pense qu'il y a 3 ans, on l'a complètement vidée et on a rebétonné l'intérieur de la cuve. Ouais. Ah oui, quand même, fallait revoir. Ouais, il y avait quelques fuites, notamment sur l'avant du bâtiment. Ok. Et ça fonctionne relativement bien. Hein. On récupère de l'eau en général sur toute la période automne-hiver, printemps. On a des étés qui sont pas trop pluvieux ces dernières années, mais avec la quantité d'eau qu'on récupère ici et qu'on dispatche dans les autres cuves, on arrive à avoir de l'eau toute l'année. Ça, c'est bien. Pour notre consommation, pour les douches, pour le potager et pour les différents habitats qu'il peut y avoir ici. Et il y a plusieurs cuves, il n'y a pas que celle-là, tu me dis. C'est ça. Il y en a une pour le potager. Oui, on a cette cuve-là qui est tout en bas, du coup, et on a une cuve intermédiaire qui est à peu près à, je dirais, 30 mètres au-dessus de nous, là, peut-être 25. Et on a une cuve qui a une capacité de 120 000 litres, c'est celle-là, oui, parce que qui est au niveau du potager. Ouais. J'avais entendu des capacités de malade, et c'est pour ça que quand tu me disais 15 mètres cubes, je disais, c'est celle-là. Non, il y en a une de 120 000. Ouais, ici on a 15 000 litres, on a 10 000 litres sur la cuve intermédiaire et 120 000 au niveau du potager. D'accord, ok. Et vous avez, malgré les sécheresses, désolé, hein, alors pour les gens, le pauvre il a un flash, Antoine, en plein dans les yeux, parce que c'est vrai qu'il fait assez sombre ici, mais ça doit garder, justement aussi, il fait frais. L'eau, elle voit pas le jour, donc c'est bien aussi. Non, elle voit pas le jour, ouais. Elle voit pas le jour. Après, nous, pour avoir de la pression au niveau de la cuisine collective, on remonte de l'eau qu'on stocke dans des tonnes à eau sur la partie haute. D'accord. Pareil, des tonnes à eau qui sont à l'ombre. Ok. Donc ils ne voient pas la lumière du jour du tout. Et on la fait redescendre pour avoir de la pression au robinet, naturel. quoi. Ouais. Naturel, ouais. Je crois que c'est 1 bar tous les 10 mètres, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas te confirmer ça. Eh ben on demandera aux abonnés en commentaire qu'ils nous confirment. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas énormément de pression, mais c'est suffisant, quoi. C'est suffisant pour remplir une bouilloire, c'est suffisant pour faire la vaisselle. Et oui, des fois, il n'y a pas besoin de plus. Et cette eau que vous récupérez, que vous renvoyez donc dans l'évier et tout, quand vous voulez la consommer, j'ai vu que vous utilisez le Berkey en filtre. Filtre Berkey, donc c'est un filtre à gravité. Enfin, c'est 2 cuves, l'une sur l'autre, avec des filtres à particules dans la partie haute, ce qui nous permet de filtrer relativement bien l'eau de pluie, qui est déjà relativement propre
dû au filtre naturel qu'on a sur le bâtiment. On peut dire qu'il y a une préfiltration et la filtration de consommation, c'est le Berkey. C'est ça. Et donc c'est Berkey 0,2 ou 0,1 micron à peu près pour Ouais, ce qui est un purificateur et qui potabilise tout ça. Voilà. Et vous utilisez cette technique depuis combien de temps? Parce que je sais que tu es là depuis pas mal de temps. Donc Ouais, moi je suis là depuis 4 ans maintenant. Et 4 ans que vous buvez de l'eau filtrée? Non, le Berkey, ça fait 1 an. Ouais, ça fait 1 an, peut-être 1 an et demi qu'on l'a. Savoir, parce que justement par rapport à votre consommation et tout, savoir... Vous n'avez pas encore changé les filtres au bout de 2 ans, je crois. On en a rajouté 2. Ah, d'accord. Il n'y a pas très longtemps. Parce que ça avait du mal à passer au bout d'un moment. Pour que ça filtre, on est de plus en plus au fort, donc pour que ça filtre plus vite, vu qu'on consomme quand même pas mal d'eau, hein, l'eau c'est bon. Donc on a rajouté des filtres il n'y a pas très longtemps, là, il y a 2 semaines, pour pouvoir filtrer l'eau plus rapidement et pour pouvoir approvisionner tout le monde en eau potable. D'accord. Et vous renvoyez aussi pour les douches et tout, vous utilisez ces eaux-là? Oui. Pour les doucher. Ouais. Okay. Après on a des pompes solaires. Depuis cet été seulement. Okay. Avant, on fonctionnait avec des motopompes thermiques qui fonctionnaient au fioul, au gasoil. On a installé des pompes solaires depuis cet été qui nous permettent de remonter l'eau dans les stockages qu'on a au-dessus ou dans les différentes cuves. D'accord, c'est pratique. Ouais. On utilise l'énergie qui est disponible, le soleil, donc c'est très bien. Ça n'a pas un débit très important, par contre, ça a une capacité. On peut remonter l'eau jusqu'à 70 mètres. Ah ouais, donc c'est quand même. Donc là, on est bien, ouais. Tu peux remonter sur tout le... Parce que c'est 70 mètres de haut, pas de long. Ça. Ah ouais. Donc de dénivelé. Donc d'ici, vous pouvez envoyer sur tout l'ensemble du fort. C'est ça. Ça, c'est génial. Ouais. Ok, merci pour ce tour d'horizon. Il fait super frais ici, c'est agréable. En été, vous devez squatter un peu ce genre d'endroit. Ouais, il fait frais et humide à l'intérieur, mais c'est vrai que l'été, quand on est à l'intérieur du bâtiment, qu'on appelle le casernement, là, il fait vraiment très bon. Et en hiver, il fait bon aussi. Aussi, à contrario, ouais. Bon, on chauffe quand même les pièces avec les poêles à bois, mais il fait très bon toute l'année en fait dans ce bâtiment. Et vous manquez pas de bois ici? Non, on manque pas de bois. Il y a de quoi faire sur le terrain. On a une vision à peu près à 10 ans sur le bois qu'on peut consommer. Après, on sait que à l'avenir, il faudra peut-être qu'on investisse dans une forêt pour pouvoir continuer à chauffer au bois, quoi. Génial. Merci pour ce tour d'horizon sur l'eau. Merci Antoine. Salut Nino. Salut. T'as plein de casquettes, mais le potager et le verger, c'est ton truc aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, on est sur combien de mètres carrés ici pour vous? Alors, je pense, parce que j'ai pas métré précisément, c'est pas notre genre, en surface de terrain, on doit être de terrain jardin. Ouais. On est sur avec le verger, on est sur 200 mètres carrés. À peu près? Ouais, à peu près, ouais. J'aurais dit bien plus. Ah ouais. Ouais, tu vois, on n'a pas les mêmes... Non, on n'a pas les mêmes idées. Après, on pourra sortir tout à l'heure le décamètre, il suffit de faire des mesures. Mais... Non, mais ça vous suffit? Vous arrivez à produire pour une dizaine, quinzaine de personnes? Alors, on arrive à produire difficilement parce qu'on est sur de la terre très calcaire. En gros, on a quasiment partout sur la surface qu'on utilise, un peu moins verger, on est sur 10-15 cm de terre et le restant, c'est de la plaquette calcaire. Donc, on en entend beaucoup parler, la permaculture, bon, c'est un truc qu'on est obligé d'utiliser ici. Donc, quand tu dis ça, ça veut dire faire des buts? Ça veut dire essentiellement faire des buts, rajouter de la matière, parce qu'on n'a pas de matière. Donc on n'est pas du genre à aller chercher des mètres cubes de terre. On va peut-être y passer quand même pour certaines zones parce qu'on se rend compte que même comme ça, c'est très délicat. On a une terre très très drainante, ça draine. On a des étés, comme vous le savez, toujours plus secs. Ouais, même ici, là on a fait quand même 3 mois sans une goutte de pluie. Vous avez battu le record du sud. Ouais, on a fait 3 mois sans une goutte de pluie. Alors quelques averses passaient au loin, mais avec la Blanche-Côte qui fait un espèce de pont thermique, d'élan thermique, ça se dissipe à partir du moment où ça arrive face à cette fameuse Blanche-Côte qui est un espèce de radiateur, accumulateur de chaleur. Parce que tout ce calcaire-là chope la chaleur du soleil et fait un élan vers le haut et souvent une drache qui arrive vers nous disparaît. Ah ouais? À 50 mètres d'arrivée sur le jardin par exemple. Alors tu la vois arriver et après elle disparaît. Sur les applications qui donnent aussi en temps réel la pluie, ça fait ça. La pluie arrive, elle disparaît. Du coup, c'est un peu délicat. Par contre, depuis cette année surtout,
j'essaye de retirer le moins possible de ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Parce que voilà, le mot. Mais c'est justement pour mettre le doigt dessus que je l'ai appelé, parce que plus on a de gens qui s'intéressent à ce sujet jardin, les gens on va dire dans l'alternatif, plus on se rend compte que tout s'entraide. Cette année par exemple, j'ai appris que de ne pas retirer les chardons. Oui. Les chardons fixaient aussi de la matière utile dans le sol. Puis ils n'arrivent pas là par hasard, c'est souvent que c'est tassé ou des choses. Et ils s'en vont tout seuls quand il n'y en a plus besoin. Donc c'est la première année où je rentre dans le jardin. Alors certaines personnes arrivent ici et disent « Waouh, c'est le bordel dans ton jardin !» Bah ouais, mais on commence à comprendre rien que pour l'ombre, pour ça. Pour garder l'humidité. Essayer de garder de l'humidité, ouais. Et ça, c'est toujours le défi de chaque année, quoi. Et ça fait 3 ans de suite qu'on a des étés très secs. Alors on a quand même de la chance ici, c'est d'avoir des puits qui ont été construits à l'époque à la construction du fort. Oui, on donc des citernes. Et ça nous permet quand même d'avoir une réserve d'eau quasi suffisante pour arroser, mais pas arroser en abondance, arroser au minimum. Pour les faire survivre. Ouais, c'est malheureux, mais là on a passé une année plus dans la survie. Alors, malgré les paillages, malgré les BRF, parce qu'on a la chance d'avoir un beau broyeur sur place avec un beau petit équipement pour se faire soi-même. On est quand même en forêt, donc on génère beaucoup de branchages tous les ans, rien qu'en entretien. Alors, on sait qu'on peut écouper du bois et avoir de la régénération et pas faire n'importe quoi là-dessus. Donc, on coupe du bois qui est soit du bois qui est en bord de pierre, parce qu'on a peut-être pu voir, vous verrez dans le fort, il y a des arbres qui ont poussé au ras des murs de pierre. Il faudra que j'aille filmer, oui, j'ai vu. Donc, ceux-là, ils dégagent malheureusement. Et sinon, ça touche la structure, c'est ça? Ouais, ça touche la structure. Okay. Et on le voit encore là, avec les premières pluies qu'on a eues cette semaine, il y a des rangs de pierre qui ont dégagé, qui sont des rangs de pierre là où il y avait des arbres à 50 cm du bord du mur. Ouais, donc il y a vraiment une corrélation. Excuse-moi, je le trouve magnifique. C'est un aubépine derrière? Alors ouais, c'est une aubépine que j'ai étêtée au printemps. Ok, donc enlevé au-dessus. Ouais, j'ai enlevé au-dessus. Dire un palmier, c'est ça qui est. Voilà, alors du coup avec ses petites boules rouges, il a de la gueule, le lierre qui monte dessus cache son tronc. Par contre, je me demande quelque chose, ça je me suis pas renseigné, j'ai rien qui pousse en dessous de l'aubépine, pour ainsi dire. Alors je me demande si ces feuilles ou s'il y a quelque chose qui dégage, enfin en tout cas rien ne pousse. Non, c'est pas vrai. Les légumes que je tente de faire pousser en dessous ne fonctionnent pas. Écoute, on demande à la communauté en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre, comme ça au moins, tu auras peut-être la réponse. Peut-être une réponse, ouais. Est-ce que sous l'aubépine, les choses poussent? Est-ce que chez vous, ça pousse? Je peux pas dire, moi j'en ai, mais ça doit faire 30 cm, donc pour le moment, ça prend pas tout. Et j'ai vu quelque chose, parce qu'on n'en a pas parlé avec Antoine, vous avez des cuves un petit peu plus haut, donc vous vous servez de la gravité, je présume, pour faire du goutte à goutte, quelque chose comme ça? C'est ça. Alors, je montre aussi aux gens ça. Donc. Voilà, les poireaux. Alors le goutte à goutte, ça fait d'une part gagner des efforts, gagner du temps. Et d'autre part, je me rends compte que l'arrosage est un peu plus précis, un peu plus... alors, il est à la fois plus précis, à la fois plus diffus. Du coup, j'utilise deux mots différents, enfin, contraires. Mais en plus, pour des poireaux ou pour certaines plantes sur lesquelles on préfère arroser au pied plutôt que par le dessus, les tuyaux de goutte à goutte, c'est un bon compromis. Par contre, certains goutte à goutte ont du mal avec la gravité. Exemple, celui-là, le noir qui est du micro-poreux, là. Le micro-poreux, je pense qu'il a été, en tout cas ce modèle-là, a été vraiment fait pour être sur de l'eau en réseau, sous pression. Et moi, par la gravité, il coule à peine. J'adore ce retour d'expérience. Ouais. Je crois que c'est peut-être juste pour ça que je fais cette chaîne, vidéo. Mais j'adore. Parce que peut-être qu'il y en a pour qui ça marche, mais pour toi, tu dis sans pression, ce genre de tuyau, éviter. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'en ai un deuxième dans les restants des carottes qui est à côté, qui est un qu'on m'a filé, qui a lui servi sur du réseau. Et qui par contre lui fonctionne. Parce que je pense qu'il a été utilisé quelques années. Les trous se sont un petit peu écartés et il fonctionne. Donc du coup, celui-là, l'idée, c'est de le percer, moi, au niveau de chaque plan ou entre deux plans, enfin en tout cas de refaire des trous, puisque malgré les 4000 litres qui sont stockés là-haut et le dénivelé qui doit représenter 2 mètres et quelques, 2 mètres 50 je dirais à peu près, on n'a pas suffisamment de pression pour faire sortir les gouttes d'eau dans le tuyau micro-poreux. Donc je montre aux gens,
vous collectez avec la bâche. Ça va dans la cuve qu'on a montrée avec Antoine. Ouais. 120 000 litres. Ouais, c'est ça, ouais. Vous remontez avec les pompes ici pour utiliser cette gravité, vu que c'est le point le plus haut du verger et du potager. C'est ça. Vous avez des tuyaux qui passent, qui coulent et qui arrosent votre potager, donc sans rien faire. Vous avez juste à ouvrir les vannes et bien sûr installer le réseau goutte à goutte. C'est ça. Sachant qu'on n'a pas suffisamment de tuyaux ou on n'a pas encore fait suffisamment d'investissement pour que chacun des gouttes à goutte soit fonctionnel dès qu'on ouvre la vanne. Le truc est que on vient connecter le même tuyau sur un goutte à goutte puis l'autre. D'accord, je vois. Vous avez quand même encore un petit peu de boulot. Ouais, c'est pas tout cool. Et tout n'est pas fait au goutte à goutte non plus. Et ok. Vous aimez bien aussi ce lien avec la terre, d'aller au... il y a quoi d'autre comme meilleur moyen que de regarder ce qui se passe dans son jardin pour voir, pour trouver des... C'est le problème de l'automatisation du réseau hydraulique, c'est peut-être qu'on ne regarde plus et il peut y avoir des problèmes. Je pense, on regarde moins. Ah ouais. Mais bon, je pense que si tu veux t'en sortir dans le jardin, tu ne peux pas ne pas aller regarder, même... Finalement, tu vas même vérifier que le goutte à goutte, il goûte. Puis c'est même un plaisir d'être dans le jardin, faut le dire. En plus, je sais que toi, on m'a dit, ok, bon, c'est Nino pour d'autres parties. Ouais, pour celui-là, ouais. Donc toi, encore plus, tu dois apprécier ce... Et ce qui est quand même génial cette année, c'est que d'autres habitants, résidents, proprios ou pas, sont aussi mis à faire leur mini-jardin dans leur coin. Et là, on se rend compte de choses, c'est qu'il y en a qui n'ont pas la... Enfin, dans les parties forts, on n'a pas forcément la même terre qu'ici, parce que là-haut, ça a été de la terre remblayée au-dessus des fortifications, du coup, qui a été rapportée. Et là, on est, par exemple, dans la croûte calcaire, la vraie croûte calcaire, la même que sur la Blanche-Côte. Donc, ça permet de se rendre compte que, tiens, moi, je vais peut-être arrêter de m'enquiquiner à faire des trucs qui ne poussent pas ici, et puis alors que là-haut, ça marche très bien. Ouais. Alors, je te vois à contre-jour. Attends, on va en profiter pour voir un petit peu la partie verger. Vous l'avez commencé il y a combien de temps? On l'a commencé le premier hiver, donc on l'a commencé en 2014. Il y a 6 ans, ouais. Donc on a commencé par ceux du fond. Qu'est-ce que vous avez planté on ne sait jamais s'il y a des gens qui veulent s'installer dans la région Grand Est. On est en Meurthe-et-Moselle. On est en Meuse. En Meuse, pardon. Mais en frontière Meurthe-et-Moselle. Oui, finalement, j'ai pas arrêté de le voir sur le voyage, je pensais que je disais ça. Voilà, Meurthe-et-Moselle est à 300 mètres par là-haut. Donc il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qui pousse bien chez toi par rapport au sol que tu nous as indiqué et à ce que vous avez comme temps? On est en Lorraine, donc on a forcément planté des mirabelliers. Ah oui. La mirabelle pousse. De Nancy, j'en ai un chez moi. Ouais, en fait, comme regarde, on a des pêchers. Alors, on a un pêcher là-haut, un pêcher de vigne ici. Le pêcher, il n'est pas de chez nous, mais il pousse quand même bien. À cause des chaleurs, je pense. Ouais, je pense qu'il s'adapte bien. Quand on voit les figues qu'on a réussi à avoir cette année aussi, et les figues que les gens ont planté des figuiers des années en arrière, on commence à avoir un climat ici dans le nord de la France qui est kiff-kiff. C'est plus ce qu'on imaginait, il pleut tout le temps, il fait froid. Non, en fait, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont être d'accord avec moi, j'ai ce sentiment que plus ça va, on se retrouve avec une période sèche et une période de mousson. Ça fait presque ça. Ça veut dire qu'on rentre là, fin septembre, début octobre, dans la flotte. On va avoir la flotte pendant 4 mois. Et puis après, on va se retrouver des moments où il n'y a quasiment plus d'eau. C'est 2 extrêmes. Ouais. Et on se retrouve moins avec des paliers. On n'a plus vraiment les paliers. On a soit le très chaud ou soit le très mouillé. Le très sec et le très mouillé. Voilà. Alors, on a quoi aussi? On a cerisier, poirier, pommier. On va dire les classiques, différents types de pommes. Ils produisent déjà au bout de 6 ans, je présume? Peu. Alors, regarde autour, on est quand même dans un verger qui n'est pas du tout en plein soleil. Il a quand même de l'arbre autour. Alors, en été, il profite pas mal, mais le restant de l'année... Mais je vois ça finalement comme un atout. Parce que vous êtes protégé du soleil. Et vu comme ça part, plus ça va... moins on a d'averses estivales qui permettent de rafraîchir un peu tout ça. Et je pense de plus en plus,
pense que tout le monde peut être d'accord aussi avec ça, que ces arbres autour apportent un peu d'ombre et les empêchent pas de pousser. Alors ils pousseront peut-être moins vite qu'un verger dans une terre en bas de la vallée où il y a la rivière qui passe pas loin et qui sont relativement alimentés, mais tant pis quoi. Au moins ils vont survivre et ça c'est pas mal. J'ai une phrase pour ça, c'est un marathon et non un sprint. Voilà. Ah, on est d'accord. Eh ouais, non, je te rejoins là-dessus. Ouais. Mais même moi, je suis surpris parce que je vois des vergers où les arbres ont été mis à peu près en même temps que nous, en bas dans la vallée, et je les vois pas le double, mais presque. Moi aussi, ça me l'a fait. Ah, alors on est toujours un peu, je sais pas de la jalousie, mais du coup on réfléchit, on dit ah oui, mais moi peut-être que. Je suis mauvais, on dit des fois. L'arbre il se débrouille, mais j'ai fait les trous ici pour creuser les arbres. C'est pareil, finalement, là ici j'ai 30 cm à peu près de terre, même pas, on va dire 20 à 30 cm de terre, et après je suis dans la plaquette. Donc pour faire les trous des arbres, après c'est la baramine. Ah, même pas marteau-piqueur, vous avez pas? Non, on va pas y aller mécaniquement, on a déjà assez d'autres outils mécaniques, mais à la baramine pour casser la pierre, pour pouvoir avoir les 60-80 cm minimum, pour que l'arbre ait de quoi un petit peu se développer au début et après il se démerde. Après il va aller lui chercher dans les petites failles du calcaire pour se trouver de la place. Ok, et je pense que si tu fais un trou dans la roche et que tu fais comme un godet, je pense on peut appeler ça comme ça, peut-être que ça garde un peu l'eau aussi. Alors c'est à peu près ce qu'on fait. En fait, on l'a fait pour d'autres plantes, c'est-à-dire qu'on va creuser et puis on va mettre même un liner ou un plastique pour garder la flotte. Sauf qu'il faudrait dans ce cas-là, et ça je ne connais pas non plus, je ne suis pas assez renseigné, quelque chose qui se dégrade au bout d'un moment donné. Quand l'arbre il aura assez pris dans cet espace-là qui lui va garder un peu plus d'hygrométrie, et là ce truc peut éventuellement se dégrader et lui est déjà plus vivace on va dire. Et là, il va développer le système racinaire. Donc, je ne connais pas du tout. Mais en fait, depuis qu'on est ici, j'ai l'impression que tout est test. Mais ce sera toujours en test. Et c'est ça qui est bon. Oui, et on s'ennuie jamais quand on fait. Non, on s'ennuie pas. Non, l'ennui, j'ai un mot dans cet endroit-là, c'est un mot qui rentre par là et ressort par là, puisqu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Oui. Attends, en parlant de ça, tu fais quoi d'autre dans le fort? C'est quoi tes spécialisations? Parce que tout à l'heure, on m'a dit, alors ça, tu demandes à un tel, tu demandes à un tel. Tout ce qui est restauration, réparation, bricole, solution. Genre, oui, j'ai un problème, c'est Nino. Ouais. Mais il faut quelqu'un. On est d'accord, il faut quelqu'un qui soit un peu référent là-dessus. Les gens ne savent pas forcément par où s'y prendre quand ils ont une idée ou quand ils veulent lancer quelque chose. J'ai des expériences de bricole qui font que maintenant je peux rapidement aider quelqu'un dans sa problématique et on se retourne pas mal vers moi. Et plus ça vient, plus d'autres personnes qui ont intégré le lieu sont aussi en mesure de répondre aux besoins des autres personnes. Et ça, c'est cool. C'est la confiance en fait. Ouais, c'est la confiance. C'est ça. Et on vient me consulter quand on ne sait pas. Et je ne suis pas là à prendre la grosse tête parce que. Non, voilà. Et moi, je suis ravi quand je vois des choses sur lesquelles on ne m'a pas consulté et qui sont, on va dire, parfaites, qui sont comme il aurait fallu, comme j'aurais proposé de faire. Donc ça c'est cool. Après les casquettes, je suis le soudeur, je suis pas trop le maçon, mais j'ai toutes les connaissances en maçonnerie. Du coup, disqueur, je t'ai vu tout à l'heure en train de le disqueur, on va dire que la casquette, elle est assez balèze sur la tête. Mais ça vient par rapport à ce que tu faisais quoi avant? Alors j'ai commencé dans des CAP dans la communication visuelle. On va dire, la communication visuelle, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le bricolage? En fait, j'étais chez un artisan qui fabriquait de l'enseigne, du panneau publicitaire. Les stands, les trucs comme ça? Aussi les stands, du marquage véhicule, du marquage textile. Mais alors, quand on disait, on fabriquait une enseigne, tout de A à Z. C'est-à-dire les découpes, les formes, l'éclairage. Mais en fait, c'est grave en corrélation. Enfin, je veux dire. On croirait pas comme ça. Mais parce que j'ai eu la chance d'être chez un artisan qui faisait les choses à la main, qui n'était pas là à commander tout ce qu'il avait besoin. Très peu de prestataires et il y avait toi qui l'accompagnais. Finalement, la bricole, elle est venue de là et elle est venue aussi, encore plus jeune, d'avoir eu l'accès à un atelier avec un papa qui est lui bricoleur. Quand depuis tout petit, avant le papa, c'était le grand-père, quand tu as toujours eu accès à des ateliers puis qu'on n'est pas là, pose ça, c'est pas pour toi, gamin.
quand on te laisse faire tes bricoles, voire tes conneries, parce que t'en fais pas mal. Ouais, voilà, alors c'est sûr, je me faisais pas mal engueuler des conneries, ouais. Mais bon, en même temps, j'étais ravi de savoir utiliser une râpe à bois à 7 ans, quoi, tu vois, par exemple. Ce que j'avais envie de sculpter dans du Cyporex, c'est qu'à un moment donné, ça marchait bien, quoi. Mais c'est toi qui as fait la sculpture? Il y a une sculpture sur de la pierre non, alors ça c'est un sculpteur de pierre. Oh, carrément. Ouais, c'est vraiment un gars qui fait que de tailler de la pierre et qui a été surpris de trouver de la pierre aussi dure, parce qu'il m'avait posé la question avant. Mais la pierre chez vous, elle est comment? Je lui dis, oh t'inquiète pas, la pierre du fort, elle est tendre. Ouais, non, alors c'est vrai que les pierres sont tendres, hormis les pierres angulaires. Tout ce qui est pilier et pierre angulaire, c'est une autre type de roche qui a été extraite, et là on est sur du plus dur. Et le pauvre, en arrivant avec ses outils qui pensait être sur de la pierre tendre, parce que moi je lui avais parlé de ça, s'est retrouvé à dire ouais mais attends, c'est dur ton truc. Il a changé 10 fois d'outils. Ouais. Mais il a réussi son coup, ouais, la taille de pierre. Ouais. Écoute, franchement, il y aurait tellement à montrer, à dire, et puis il y a encore du monde à voir. Merci Nino pour ce tour d'horizon. Je t'en prie. Comme tu dis, bon, c'est encore le début, même après 6 ans. Ouais, je pense que encore dans 10 ans, c'est-à-dire pour la 10e année. Ouais, pour la 10e année, on devrait commencer à être un peu plus au clair, avec un peu plus assuré sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est quelque chose que tu as découvert ici, par contre, pour tout ce qui est plantation? Non, j'ai un passé qui fait que j'ai eu la chance de mettre les mains dans la terre très tôt aussi, parce que mes grands-parents, mes parents et les oncles et tantes, on vivait déjà en sorte de communauté, dans une immense ferme, avec des hectares de terrain. Et là, par contre, et ce qui est regrettable, parce qu'on a perdu tout ça, c'est-à-dire de mes 1 an à mes 7 ans, il y avait l'autosuffisance, là où je vivais. Oui, c'est vrai qu'on n'a rien inventé. Hein, et non, on ne se retrouvait pas avec des petites parcelles où il y a limite ce qu'il faut pour tout le monde, il y avait beaucoup plus pour tout le monde. On était quand même, il y avait 6 adultes et 6 enfants. Donc à 12 étaient nourris avec encore largement, les congélateurs étaient remplis, les ruches étaient sur place, enfin on manquait de rien et on ne dépensait pas grand chose. Et ça on l'a perdu. Hein. Et ça on l'a perdu et maintenant on se retrouve à le reconstruire. Et mes papy et mamie ils sont plus là eux, pour ça. Et eux avaient déjà réussi à l'époque. Et tu sais pas comment ils faisaient, parce qu'ils bossaient, parce qu'ils... Ouais, je sais pas, c'était pas la même... je sais pas. On allait peut-être sur moins de conso, de choses inimportantes. Je sais pas si ce mot existe, mais pour le coup, il va exister. Ah, les choses qui servent on est d'accord, hein, ils se focalisaient plus sur l'essentiel, nourrir la famille. Ils allaient loin, il y avait aussi la pisciculture, hein, c'est-à-dire qu'il avait aussi creusé des bassins de pisciculture. Donc, tu te rappelles comme genre de poisson, les truites? Truites et carpes, mais les carpes, pas trop pour les manger, je sais pas, il y avait aussi des bassins à carpes, c'était surtout des truites. C'est fou. Et c'était pas pour revendre, c'était pour nous. Ou peut-être de l'échange. Ou de l'échange, ouais. Parce que ça se développait beaucoup. Hein. Je me souviens pas de ça, mais voilà, c'est des souvenirs. En fait, moi j'ai eu la chance de grandir dans des environnements qui font que je me retrouve là, adulte, dans un univers qui ne m'est pas méconnu. T'es comme un poisson dans l'eau. Et je peux même aller plus loin. Mon grand-père retapait des forts serrés de rivière. Des quoi? Des forts serrés de rivière. L'architecte qui a construit ça, donc on appelle ça un fort serré de rivière. Et du coup, j'ai eu la chance de baigner là-dedans. C'est pour ça. Depuis tout petit. Donc quand je suis arrivé là, quand on a visité en 2014 le lieu, moi je connaissais les pièces voûtées. Je connaissais tout cet environnement-là. Ils ont tous de la préfiltration, parce qu'il m'en a parlé un petit peu Antoine. La préfiltration. Ouais, alors tous, je sais pas, mais ceux du coin, oui, parce qu'on peut les visiter, ils sont sur le même principe. Et sachant qu'il y a 160 forts comme ça en France. Ah ouais? Ouais. Dis pas ça, il y en a, ils vont déjà commencer achat fort. Alors moi ce que je tenais quand même à dire, tant qu'on est là ensemble, je suis ravi que tu sois là pour faire cette vidéo-là. Oui. Mais je suis ravi de pouvoir montrer aux autres personnes, et c'est pour moi l'essentiel de ta venue ici, c'est que tout est possible. Nous, avec un vieux bâti qui était un bâti militaire, on en fait un lieu de vie alternatif. Et c'est possible parce qu'on en a parlé, il y a de l'eau sur place. Il y a des dégagements pour du photovoltaïque.
il y a des différences de niveau qui font qu'avec les hauteurs, les gravités, n'achetez pas un terrain tout plat, ça ne sert à rien. Achetez un terrain avec de la pente, parce que tu peux utiliser tes hauteurs comme ça. Et voilà, du coup, voilà, n'hésitez pas à vous trouver quelque chose, à vous l'approprier et à réfléchissez à la flotte. Inspirez-vous d'un lieu comme le nôtre. Et faites le vote, c'est l'avenir, hein. C'est ça l'avenir. Bah, je crois bien, c'est peut-être un peu aussi le but de la chaîne, hein, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule manière de le voir. Non. Nous, pour le coup, on nous dit ah, c'est complètement atypique. Bah, finalement, ce qu'on fait nous n'est pas atypique, c'est la même chose que font les autres. Le lieu est atypique d'origine, parce qu'on a acheté un ancien fort militaire. Ouais, mais en communauté, c'est quand même... Maintenant, j'ai un petit peu 3 ans de reportage sous les doigts. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. C'est cool. C'est très rare quand un lieu, on en parlait à table avec Émilie tout à l'heure, quand le noyau fort dure plus de 3 ans. Parce que la communication est quelque chose qui est peut-être trop mis de côté. Et c'est ça aussi qui est bien c'est bien de montrer que ça fonctionne. Alors c'est là où on parlait de casquette, chacun sa casquette. Moi, la communication, c'est moyen. Pourtant, je crois que tu es la plus longue des vidéos. Je te mets pas la pression. Mais non, mais la communication en interne dans le collectif. C'est-à-dire qu'en effet, si tu parles pas, si tu dis pas les choses, si tu les dis pas correctement, si tu penses que l'autre a pensé que, ça fonctionne moyen. Et au fur et à mesure, j'essaye de tourner la page de ce fonctionnement-là. Et il y a des personnes qui, Alexia, Émilie, qui ont leur part plus importante là-dessus, qui vont aider à faire le lien entre les idées, ce qui se passe, et puis... Émilie nous l'a dit sur le... Il en faut. Et pour toi, c'est important qu'il y ait eu des gens qui prennent ça en compte, ça t'aurait embêté de le prendre à ta charge. On le fais aussi, mais on va dire pas de la même manière. Moi, je fais pour le chantier, quoi. Je communique sur ce qu'on est en train de faire actuellement, quoi, ou ce qu'on va faire demain. Par contre, Émilie est plus sur l'organisation globale, sur de telle date à telle date on fait ça, sur prévenir les gens et prévoir du monde. Voilà. Chacun son rôle et c'est ça aussi qui fait que ça va fonctionner. Salut Seb. Salut. Ça fait pas très longtemps que tu as rejoint l'équipe. Non. Ici. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais dans ton ancienne vie? Est-ce que tu vas y faire ici, s'il te plaît? Alors, dans mon ancienne vie, vie classique, j'étais boulanger, commercial, je cours après l'argent, acheter une maison. Puis la première fois que je suis venu ici, j'ai découvert le lieu, j'ai vu le potentiel qu'il avait. Et pris par un autre style de vie, j'ai décidé de m'installer ici. Donc là, je suis devenu propriétaire. J'ai comme but d'habiter ici un jour. Puis de lancer mon activité. Du coup, je suis en train de construire mon four, le labo. Oui, 50 kilos de pain. 50 kilos de pain par fournée sur ça? Ouais. Donc si je dis pas de bêtises, ça c'est la sole? C'est là que je vais cuire le pain, exactement. Là, il y a l'avant du four, donc il y a encore beaucoup de travaux, mais c'est en cours, ça avance. Et donc là, tu développes une activité justement parce que mine de rien, un projet, ça demande de l'argent, etc. Il va falloir quand même vivre sur place, il y a quelques frais, quelque chose, donc je joins mon activité puis ma passion. Du coup, le pain, ça rassemble. Du coup, voilà, du bon pain au levain à l'ancienne, des farines bio. D'accord. T'as trouvé un éleveur dans le coin ou vous faites vous-même votre... je suis en train de voir pour une farine bio du coin, mais un jour je rêve de faire ma farine. Mais excellent. Chaque chose en son temps. D'accord. Et alors après, tu vas vendre au village, sur les marchés? Comment tu vas faire? Je vais essayer de travailler avec des magasins bio, peut-être des marchés, et puis surtout regrouper les gens ici. Donc essayer de faire des petites ventes, rassembler les gens, boire un verre, partager un moment. Le pain, c'est pas que ça, c'est... Tu vas former un peu les gens aussi, je présume. J'aimerais bien aussi, on a une école alternative pas loin, faire venir participer les enfants, les faire découvrir le vrai pain, comment ça marche, comment ça se cuit, comment ça se travaille, partager la passion. Puis voilà. Puis là, on est en plein milieu d'un bois, tu vas pas manquer de bois. Non. Pour chauffer un truc aussi gros, tu as une idée un peu? Tu me disais que vu que tu n'avais pas eu quelque chose d'aussi grand. C'est la première fois que je vais faire moi-même du pain au feu de bois. J'ai toujours travaillé en traditionnel, donc je vais tout découvrir, électrique, gaz, fuel. Ouais, on ne voit plus de four à bois pratiquement, donc à part en formation, paysan boulanger que j'avais fait, j'ai jamais vu. Donc je vais tout apprendre, tout redécouvrir, c'est... Non mais c'est génial. Et là sur le... ça va te prendre combien de temps comme chantier? Parce que là, ça fait combien de temps déjà que tu es dessus? Ça s'est fait par petites étapes, donc du coup il y a eu pas mal de choses. On a redressé la charpente, qu'on a fait le bâtiment nous-mêmes, on a coulé la dalle.
Donc là, puis les frais aussi. Donc dès que j'ai un peu d'argent, on remet. Là, ça va faire quelques mois. Le temps de faire les murs. Avant la fin de l'année, j'aimerais bien que ça soit lancé, quoi. Démarrer le four, les premières cuissons. C'est génial. Et tu fais tout à la main là. Tout à l'ancienne, ouais. Et genre là c'est vraiment ton activité ou il y a quand même des gens qui t'aident à monter ça ou non, il y a toute l'équipe qui est là pour m'assister. Oui, chacun apporte son expérience, ses savoirs, ses bonnes idées. À 10, on a plus d'idées que tout seul. Donc du coup, l'inspiration vient mieux. Et puis voilà, on y arrive. Non mais ce que j'aime, et c'est aussi pour ça que je suis content qu'on le filme, c'est que souvent on monte des activités, et on se dit, enfin des projets, et on se dit ouais mais rentrée d'argent, comment ça fonctionne? Et là tu développes ta future activité. Mon activité, ouais, exactement, parce que c'est bien beau de vivre comme ça, mais il faut quand même payer des assurances, des choses, donc faire le rebelle, dire ouais machin, je vais quelque part. Enfin, je dis ça, mais... Non, mais je vois ce que tu... Et oui, il faut être conscient que, voilà, moi après j'aimerais mettre mes enfants dans une école qu'il faut payer aussi. Donc c'est tout des choses que je prépare maintenant, quoi. Puis pierre après pierre, on monte... Il y a aussi autre chose, c'est que t'as dit vite fait métier, mais t'as dit ma passion. Et c'est important pour toi de... Si c'est pas une passion, après, si ça devient une corvée, j'arrête. Il faut que ça me plaise, il faut que ça me... Et le pain, enfin, la boulangerie, c'est quand même des siècles de... Mais oui, et, je suis tombé dedans petit, puis voilà. Ma première fournée sur un four électrique, je me disais, mais pourquoi je fais 1000 baguettes pour rien? Je me voyais déjà faire du four à bois à 14 ans, et regarde, 30 ans plus tard, enfin 20 ans plus tard, j'y suis, tu vois, comme quoi. Ouais. Et puis alors je sais pas si on peut dire un mentor, il y a quelqu'un qui t'avait inspiré, tu m'en as parlé tout à l'heure. Un monsieur que j'ai été voir, que je suis tombé sur internet, Nicolas Supio, un monsieur que j'ai découvert sur YouTube par hasard. Et j'ai fini chez lui. Je me suis dit un jour j'irai chez lui en formation, je l'ai rencontré. Et tu l'as fait? Ouais. Un monsieur incroyable. Et alors qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il fait sa farine, il fait son pain, oui, il est paysan boulanger. Il a un savoir incroyable, il partage les semences libres, il se bat pour les semences libres, donc un grand monsieur qui viendra ici un jour, je le souhaite faire une conférence. Peut-être qu'un jour il tombera sur cette vidéo. Il m'a redonné un coup de boost et je me suis dit c'est bon, j'en suis sûr, cette fois-ci, je me lance ce défi-là, un défi de plus. J'espère qu'il entendra ça. Parce que c'est vrai, quand on fait les choses, on est content de se dire que les graines qu'on a semées... Exactement. Il y a des petits qui poussent. Alors je dis petit, tu fais ça depuis déjà des années, mais c'est génial, c'est excellent. Voilà. Merci pour le partage. Et donc, normalement, au Fort de Pagny, d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien, les premières fournées... les premières fournées de pain au levain, les pizzas, les gâteaux, les fougasses. Je vais être obligé de revenir. Quel dommage. Ça sera avec plaisir. Merci pour ce retour, Seb. Merci. Salut Alexia. Salut. On est... alors, j'aime pas trop filmer d'habitude à l'intérieur, mais juste pour... je vais lever un petit peu pour montrer aux gens un peu comment vous avez retapé à l'intérieur. Vous avez fait des petits appartements, des petites pièces, je sais pas comment on peut dire, parce que c'est... C'est ma petite maison. C'est notre petite maison. C'est très mignon. En plus, je vois, il y a du bois, il y a des choses assez naturelles. C'est du bois d'ici, enfin, c'est ce que vous avez sorti? C'est du bois flotté pour la plupart de l'aménagement. Et puis ça, c'est des branches d'ici qu'on a écorcées. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez quand même une toute petite partie cuisine, même si vous avez une cuisine centrale. Donc, c'est bien, vous avez aussi une petite partie personnelle. C'est notre autonomie. En gros, dans la pièce, là, on a toute une maison. On a salon-cuisine, la petite salle de bain derrière, le coin salon, le dressing, les chambres. Tout en un. C'est tout mignon. Et quand tu dis les chambres là-haut, vous avez un enfant, donc vous dormez là-haut ensemble, c'est génial. Vous n'avez pas trop froid ici sur la partie haute de la voûte? Il fait même trop chaud. Parce que ça monte et la pierre. Et oui. Et ça garde bien la chaleur et là il fait 20 degrés. Il fait bon, hein. On est bien à la limite, j'ai envie d'enlever le pull pour te dire. Qu'est-ce que tu fais ici parce que je sais que chacun, vous faites un peu de tout, vous êtes touche à tout, mais que vous avez des parties que vous préférez. Qu'est-ce que toi tu fais? Alors moi je suis plus l'accueil. J'accueille les gens qui arrivent ici, je m'occupe de l'intendance. C'est moi qui fais souvent manger. Pas toute seule, mais c'est un peu mon dada, moi, ça. D'accord, tu t'occupes de cette partie. T'es arrivée dès le début ici? Oui. Ok, donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Qu'est-ce qui
qu'est-ce que tu vis en ce moment Parce que tu sais, souvent on idéalise des modes de vie. Ah bah on peut l'idéaliser. Hein. Moi j'idéalise mon mode de vie. Hein. J'adore ma vie. Tant mieux, je préfère filmer ça que à l'aide. Je filme quelqu'un, il me fait il n'y a personne à l'aide. Mais non, une question que je pose régulièrement dans les reportages, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu imaginais simples qui en fait ont été affreuses, peut-être pas affreuses mais difficiles, et au contraire des choses que tu appréhendais et qui au final passent toutes seules. T'as 30 minutes de réflexion. Alors, des choses que j'appréhendais. Alors, au contraire, je trouve que vu qu'on a commencé par quelque chose d'assez très simple au quotidien, avec un confort très limité, mais un confort qui nous convenait, au contraire, avec les années, je trouve que vraiment notre confort, ça devient vraiment optimal. Plus les années avancent, plus voilà. c'est le luxe. Plus c'est le luxe. Qu'est-ce que j'appréhende ? Bah, j'ai l'impression que les difficultés, c'en est pas. Elles sont derrière peut-être. Ouais, ou que c'est que des apprentissages en fait. C'est souvent, je dirais, dans un collectif avec de l'humain, souvent le souci c'est l'humain. Ah oui. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui se met vraiment en place et où ça tourne. Chacun trouve un peu sa place. Après, vu que c'est un lourd projet, je pense qu'il y en a qui assument des parties plus lourdes que d'autres. Moi, je trouve que ma partie intendant, ça va. Bon, après, je suis quelqu'un qui procrastine énormément. Tu sais que, alors, rigole, mais en off, chacun m'a dit, mais tu sais, il y a des moments où on n'a pas envie, et par contre, quand on a envie, là, c'est cool. Mais c'est bien de dire ça aussi. Ouais. Attends, on n'est pas dans une société, t'as pas un patron qui va te dire derrière, fais ça, sinon je te c'est ça. Hein. C'est pour votre confort que vous travaillez. C'est ça, totalement. Et tu faisais quoi avant ? Alors, moi j'ai été animatrice pour des enfants pendant 4 ans. D'accord. Je faisais des centres de loisirs, des colos, des classes découvertes, enfin je faisais ça tout le temps. Ouais. Après j'ai fait un peu de restauration et j'ai fait un super boulot dans une MJC à Nancy, de coordinatrice dans les petits événements, j'ai adoré. Et par contre, la route c'était plus possible. Ouais, ça c'était plus possible. Quoi, t'habitais ici ouais. T'étais dans le coin, d'accord. On habitait déjà ici. Et du coup, faire autant de routes quand on vit comme ça... En fait, en gros, le quotidien, il prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que chauffer son eau, ça prend du temps. Aller prendre une douche, ça prend du temps. Faire à manger, ça prend du temps. Tout prend du temps. Et en fait, on vit absolument tout en conscience. Et du coup, aller travailler en dehors de chez soi ou très loin, ça n'a pas trop de sens. En fait. Je te comprends. Parce que notre projet de vie en lui-même, c'est un projet. Et ça demande du travail constamment. C'est constamment du travail. Après, maintenant, je suis maman aussi. Hein. Je vis autrement les choses. Hein. C'est vrai. Avant, je l'étais pas. Il n'y avait pas de place pour créer une famille, en fait, avant, avec le rythme de vie qu'on avait. Il n'y avait même pas l'idée. Et maintenant, c'était pas envisageable. Ah bah, il y avait totalement sa place. Il y a combien d'enfants dans le Fort ? J'ai pas demandé, j'en ai vu 2 moi. Alors, ça dépend, ça tourne. Là, il y en a 2 tout le temps. En ce moment, il y en a 5 tout le temps. D'accord. Voilà, et sinon, il y a une dizaine d'enfants qui gravitent autour du lieu, ouais. Et tu sais quelque chose ? Alors, moi, je ne filme jamais les enfants, ça c'est un truc, je fais un point d'honneur là-dessus. Mais je le dis vraiment, ils s'éclatent. Je voyais les gamins avec les vélos et tout. Et bon, même si je pense qu'il y a des zones où vous devez leur dire de pas aller en hauteur et tout, ça doit être un peu flippant au début. Ouais, bah là, nous, Dali, notre petit garçon, il a 2 ans et demi, du coup, il reste quand même dans un secteur, il reste quand même vachement près de nous, mais en vrai, grandir ici, bon, il nous le dira plus tard, hein, mais en vrai, élever un enfant ici, c'est le bonheur. Pour vous, pour élever, donc pour le bonheur. Et puis lui, il est tout le temps dehors. Il peut aller voir le tonton là, la tata par là. C'est génial. Ah. Oui, tout le monde est tonton tata, limite, mais après, oui, parce que, oui. C'est ça. Ah, c'est vu comme ça, ouais, c'est génial. Je sais pas si tu connais l'expression, il faut tout un village pour élever un enfant. Non. Et ben voilà, je te l'offre. Merci, offre. Mais tu sais, après, bon, les gens qui suivent la chaîne le savent, moi, j'ai l'éco-anxiété. Donc, je trouve très courageux de faire des enfants. Surtout vous, je sais que si vous vivez là, vous êtes en conscience du monde dans lequel on est. Et je trouve ça très courageux de votre part. Et c'est peut-être même la solution, de dire aux enfants, on peut vivre comme ça et vous pourrez montrer le... J'espère.
Après, on vit de manière tellement atypique que moi, je mets un point d'honneur à lui montrer aussi d'autres choses. D'ailleurs, depuis qu'on est parents, on voyage plus. D'accord, ok. Donc des fois, vous dites aux gens, bon... Quand on peut, avec un enfant, faire plus de choses dans sa vie, promis. C'est bien que tu dis ça, parce que c'est vrai que... Alors, je sais pas si tu étais là quand on en parlait à table, le nombre de fois où j'entends les gens qui me disent « Ah, c'est bien ce qu'ils font, mais bon, moi j'ai les enfants. » Et souvent, je leur dis « Mais je sais pas ce que c'est, vu que je n'en ai pas. Mais si j'avais des gosses, les enfants, ce serait justement bougeons pour les enfants. » Ah bah là, c'est totalement ça. Et vous avez fait des enfants, c'était prévu de faire des enfants une fois que vous seriez installé dans un lieu atypique, ou c'est parce que vous êtes bien là que... Je pense que c'est parce qu'on est bien là qu'on a eu envie de fonder une famille, ouais, clairement. D'accord, c'est excellent. Moi, j'avais pas de projet d'enfant. Non plus? Pas d'éco-anxiété quand même, pas... Ah non. Non, c'est juste que ça avait pas sa place dans mon chemin de vie. Et puis quand c'est venu, j'avais envie, quoi. C'est beau cadeau, ouais, non, c'est beau. J'avais envie. Là, donc vu qu'on est sur la partie, j'ai filmé le photovoltaïque. C'est ça. Tu te sers de là, c'est alimenté directement. Ouais, ça, on fait ça en pleine journée quand il y a du soleil, ou si on met un petit groupe électrogène, sinon on fait tourner que les lumières pour y voir clair. Et oui, parce que par contre, le problème, c'est que le budget en poule LED doit être plus conséquent dans ce genre d'endroit, parce que c'est à part là, à certains moments de la journée, c'est pas super lumineux. Non. Ah, parce que... Pas tout le temps. Alors, qui a dit ça? Je sais pas si c'est Mathieu ou Nino. Il y en a un des deux qui a dit... et dire qu'il y a des forts comme ça, il y en a au moins 130 en France. Je me dis, mais les gens, ils vont chercher des forts. Je pense que ça va vraiment inspirer. Merci, Alexia. De rien. Salut, Mathieu. Enchanté, bonjour. Enchanté. Là, on est sur la petite partie photovoltaïque. Je suis assez étonné parce que par rapport au nombre de personnes, vous n'avez pas énormément de panneaux solaires. Ils font combien? Tu as une idée? Ils font 260 watts x 4, donc 1100 watts, quoi. En monocristallin, et il y a 1200 watts d'installés pour les communs, le casernement, ce qui est la partie du bas en fait. Oui, je l'ai filmé. Est-ce que vous avez des batteries? On a donc l'installation là, elle est branchée sur l'habitation de Nina et sur le commun. On a 4 batteries de 100 ampères. Ok. Raccordées en 12 volts, donc ça fait 400 ampères, 4000 watts, quoi. D'accord. Pour tout ce qui est gros outillage, par contre, vous devez utiliser des groupes électrogènes? D'appoint, on utilise des groupes électrogènes, ou là on s'est équipé pour des pompes solaires qu'on branche directement sur les panneaux. Ça, c'est top. Sinon, effectivement, on utilise des groupes pour compléter, quoi, pour les meuleuses, postes à souder. Oui, parce que ça demande beaucoup. Machine à laver. Bien sûr. Et je suis quand même étonné. Avec ça, vous arrivez à vous en sortir, ou en hiver, des fois, il y a un petit peu de... Ah, en hiver, c'est limite, oui. Une journée comme hier, on était à 60-65% sur les batteries. Puis on a très peu de recharge, quoi, hein. En hiver, c'est plutôt 150 watts qui rentrent par heure sur un créneau de 5-6 heures. Donc ça laisse de quoi brancher 3-4 PC, 2-3 téléphones, de faire une petite soupe avec un mixeur. Et puis c'est déjà bien, parce que vous avez besoin, à part quelques lumières aussi, vous avez besoin de rien. On utilise au minimum, ou on l'utilise pendant les journées quand il y a du soleil, quoi, quand on a l'énergie accessible, quoi. Et ça, vous l'avez, tu me l'as peut-être déjà dit, désolé, mais vous l'avez depuis quand, ça? Alors ça, on les a installés, on a remplacé les anciens panneaux par ceux-là l'année dernière. Et on a acheté un pack batterie début du confinement, au mois de mars, là. C'est super récent, ouais. Et vous l'avez, parce que je me suis dit, waouh, ils l'ont quand même mis tout en haut, mais c'est parce que c'est le seul endroit qui est à peu près exposé. C'est parce qu'on est le sud est juste là. Du coup, c'est le meilleur créneau qu'on va avoir été comme hiver. À peu près 5-6 heures de créneau où on optimise la production, quoi. Pour pouvoir le mettre. Et c'est toi qui as installé ça? Vous étiez plusieurs, tu me disais, sur... Alors le châssis, Nino a fait le châssis, parce que lui, c'est lui qui s'occupe un peu de la partie... puis l'installation, on l'a fait à 3-4 lors de chantier. C'est bien parce que vous apprenez, et le fait de le faire à plusieurs, au moins, s'il y en a un qui n'est pas disponible... Complètement, on est novice, nous, donc on a tout à apprendre aussi là-dessus. Donc on essaye, on teste, et puis petit à petit, on améliore. Vous avez regardé des vidéos sur Internet pour voir un petit peu? On s'est inspiré des vidéos, des gens qui ont des camping-cars, de ce qui est un peu existant. Voilà. C'est la magie d'Internet. Voilà. Et dis-moi, ça j'ai posé à Nino, tu faisais quoi avant? Alors moi j'étais chef de projet dans les constructions post-gaz ou centrales électriques. D'accord. Voilà. Donc rien à voir... Tout ce qui était partie instrumentation, automne, rien à voir, si, un petit peu, mais pas sur de l'énergie verte, quoi, hein, sur de l'énergie réseau, centrale EDF, voilà.
Merci. Alors c'est vrai que c'est tellement petit, je pensais que j'aurais 1 milliard de questions et tout, tu vois, sur le système. C'est dingue. Et ce qui me fait halluciner, c'est de me dire, en fait, vous êtes tellement pris ici en temps par ce que vous avez à faire, que vous n'avez pas le temps de consommer trop d'électricité. Bah, au minimum, hein. De toute façon, c'est un peu le choix de vie aussi, quoi, hein, de réduire un peu la partie financière, l'énergie. Du coup, ça va aussi avec le choix qu'on a fait, d'essayer d'optimiser aussi ces choses-là, hein, et de l'utiliser quand c'est possible, hein, essentiellement. C'est top. Et puis ça permet aussi de voir un peu sur la partie haute, ici. Je vous montrerai un petit peu. J'en profite parce que ce qui est bien, vu que vous faites plein de trucs, tu dois savoir, ça c'est quoi? C'est juste un puits de lumière? Alors ça, c'est un Skydome qu'on a récupéré chez mes parents d'ailleurs et qu'on a installé l'année dernière. Et en fait, ça sert à faire de la lumière et puis de ventiler le bâtiment, parce que c'était la ventilation existante du bâtiment pour faire l'aération, pour l'humidité. Et il y en a 2, il y en a une deuxième qui est là-haut. Et l'idée, c'est de la remettre en service pour avoir une ventilation naturelle de l'ouvrage et puis de nous amener de la lumière dans la cuisine. Et oui, j'en profite qu'on est là-haut. Et il y a d'autres choses techniques là-haut que vous avez dû monter ou... On a monté un groupe électrogène dans une voûte. Aussi, d'accord. Voilà, un gros groupe qu'on utilise pour souder, pour l'atelier, pour les événements. Et puis là, parce que je ne vais pas dire que j'ai le vertige, mais vu que je ne maîtrise pas bien le lieu, je voulais juste filmer en bas. Vous avez des tôles, donc ça, c'est parce que sinon, il y avait de l'infiltration. Alors ouais, ces tôles, on les a fait au tout début qu'on est arrivé ici, parce qu'on avait des problèmes d'infiltration d'eau qui endommagent l'intérieur des voûtes. Du coup, on a dû tout décaisser pour assainir l'endroit, retirer les souches, et puis on a fait une structure pour éviter que l'eau s'infiltre dans le bâtiment, quoi. Directement, parce que j'ai vu, il y a plein d'arbres qui rentrent directement dans le... Ah ouais, effectivement, vu que le site a été abandonné laissé à lui-même pendant 150 ans, du coup, les arbres ont poussé un petit peu anarchiquement, par-ci, par-là, et du coup, ça a tendance à abîmer un peu les ouvrages, donc on essaye surtout d'essayer de maintenir l'ouvrage, donc ça passe forcément par couper quelques arbres. Et puis de faire, parce que ça, ces tôles que vous avez rajoutées, je présume que maintenant l'eau, elle peut quand même glisser un petit peu. Alors je vais essayer de filmer. Depuis qu'on a fait ça, on n'a plus de soucis d'infiltration en tout cas. Donc ça a bien fonctionné. A priori, c'est que ça fonctionne. Ça fait 3 ans que c'est en service. Du coup, on a eu un bon hiver bien pluvieux l'année dernière, ce qui a permis quand même de valider. A priori, ça fonctionne assez bien, quoi. Validé. Et ça fait combien de temps que tu es sur le projet? Tu es arrivé avec les personnes il y a 6 ans? Moi, je suis originaire de 15 km d'ici. Okay. Puis je connaissais Émilie par ailleurs, Lino aussi. Et puis je suis arrivé très vite dans les chantiers collectifs dès le début, en fait. Tu y as pris goût. Et puis ça fait 3 ans que j'habite ici maintenant. Voilà. J'adore. D'abord, on vient juste pour tester. Après, c'est approuvé. Ok, voilà. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Nino, sur la partie phytoépuration, c'est ce qui est derrière toi? Ouais, voilà. Alors, on retrouve ici différents bassins. Alors, nous, on a souhaité faire une phytoépuration parce que notre eau grise, les eaux de la vaisselle et les eaux bientôt de la salle de bain qui n'est pas terminée, s'écoulaient simplement dans un bac qui gardait un peu la matière, mais cette eau partait, on ne sait pas trop où. Du coup, maintenant, on sait un peu plus où elle part. Surtout, on sait qu'elle part relativement filtrée. Je dis relativement parce que cette phytoépuration n'a finalement qu'1 an. Et en 1 an, les gens le savent bien, le système racinaire de toutes les plantes ne s'est pas encore complètement développé. Et on n'a pas d'expertise au bout de la qualité de l'eau. Mais moi, je sais et je pense qu'elle n'est pas encore au top. Alors tu m'as dit, le SPAN qui est venu a dit c'est super bien fait, mais ils sont obligés de mettre non conforme. Voilà. Alors je te rassure, chez beaucoup de gens ils le font, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas le droit de t'en servir et tout, c'est juste qu'eux ne peuvent pas confirmer. Bien sûr, voilà. Donc par contre, à savoir, c'est qu'il a quand même, il est retourné vers nous par mail. J'ai pas donné suite, mais il m'a quand même dit que, écoute, si tu nous fournis toutes les factures, des photos de la méthodologie. Et tous les documents que tu as, on peut éventuellement voir pour le passer en conformité. Ils ont trouvé ça plutôt bien. Ouais, il a trouvé ça bien fait, surtout que quand il est venu, ce n'était pas, ça venait d'être fait.
Et alors, tu t'y es pris comment? Je cherche mes mots, mais... Alors, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai regardé d'abord sur Internet des informations là-dessus, puis sur des ouvrages. Et comme pour beaucoup de choses, mélanger un peu les idées et selon nos besoins, on avait déjà de la chance, c'est qu'on avait une évacuation d'eau qui est à peu près 1,20 m du sol. Excellent, donc la gravité. Du coup, par gravité, là on est l'endroit le plus bas, le plus profond du fort de notre jeu de vie, c'est ici. C'est le dernier bassin finalement, qui lui est enterré dans le sol alors que les 3 autres sont rehaussés du sol. Tu peux nous les montrer les bassins pour que les gens voient un petit peu Alors, on a 2 premiers bassins ici et ici. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on a acheté des bassins qui sont des bassins pour faire des jolies petites fontaines chez Monsieur Tout-le-Monde. Oui, je vais les filmer de près, on les dessine. Voilà, du coup, c'est ces formes un peu de taches de vache, de gouttes d'eau. Enfin bon, ça donnait pour moi, ça donnait un aspect un peu plus sympa que les bassins ronds. Puis je voulais quelque chose qui puisse s'encaisser dans la zone là. Ouais. Donc on a les 2 premiers bassins du haut sur lesquels on a la possibilité par la vanne rouge de passer d'un à l'autre pour qu'il y en ait un qui soit en repos pendant que l'autre est en travail. En amont des 2 bassins filtres, on a un filtre à paille qui retient les matières grasses. C'est le principe du filtre à paille. Voilà, donc dans cette petite boîte, il y a de la paille, une grille, l'eau arrive contre la paille retient les matières, les gros bouts et la matière grasse, pas tout, une bonne partie de la matière grasse, et après ça se diffuse. On a fabriqué carrément des diffuseurs parce qu'on nous a conseillé, et c'est bien vrai, de ne pas avoir qu'une arrivée d'eau, pour pas que ça ne suive qu'un seul chemin. Ah, faut que ça passe faut que ça serpente. Voilà, il faut soit que ça serpente, soit en tout cas, là on peut les voir, si tu t'approches un petit peu, ça part en branches, en fait, et il y a 6 branches par bassin, ce qui fait que l'eau n'arrive pas à un endroit et repart à un endroit, l'eau elle est diffusée dans le bassin. Génial. Alors, toujours pas au même endroit. Toujours pas au même. Finalement, les 6 dépôts sont au même endroit, mais ça répartit la flotte sur le bassin. Du coup, les 2 premiers bassins, les 2 bassins du haut, sont des filtres verticaux, c'est-à-dire que l'eau arrive en dessous, traverse la pouzzolane, donc cette fameuse roche volcanique qui filtre et qui, par ses bactéries, par sa porosité aussi, et par les bactéries. Donc l'eau est filtrée verticalement. Ensuite, part dans le bassin du dessous et le bassin du dessous, et c'est un filtre, lui, horizontal, c'est-à-dire que l'eau arrive à droite d'un bassin ou de l'autre, traverse horizontalement la pouzzolane et les racines, et ressort à l'opposé, à un point un tout petit peu plus bas, pour arriver dans le dernier bassin, qui finalement, ce dernier bassin, voilà, il y en a encore un, qui lui va terminer de digérer. À la base, on avait souhaité que ce dernier bassin reste en eau, pour avoir un côté un peu aquatique. Le problème, c'est que les moustiques, les odeurs, puisque la phyto n'étant pas fonctionnelle à cause de tout ce système qui ne s'est pas mis en route, les moustiques, on n'a pas trop encore été embêté avec les moustiques, la flotte, et notre petit eau est tombé 2 fois dedans. Ah oui, d'accord. Du coup, on a dit stop, autant, là voilà. Du coup, on a décidé de le remplir aussi. Par contre, il est rempli qu'avec des alluvions, ces galets-là. Il n'est pas rempli avec la pouzzolane. Les bassins d'avant sont censés avoir fait le job. Ici, il n'y a qu'un job de racine et la plante. Les restants des cailloux qu'on voit autour, on va dire que c'est plus de la déco. Excuse-moi, on est juste allé un peu trop vite sur une chose. T'as mis quoi comme plante pour... Alors, on est parti sur le bassin du haut, et là on a un souci, c'est que le nord étant par là, les 2 bassins du haut ne voient pas beaucoup le soleil dans l'année. Du coup, sur les 18 rhizomes et départs de roseaux, des roseaux massettes, donc ces roseaux qui font la petite massue au bout, là, c'est ce qui est préconisé en tout cas en premier niveau. Il y en a finalement que 4-5 qui sont repartis, il y en a déjà 2 qui sont morts, donc il faut que je trouve une plante, il faut qu'on adapte une plante qui plus adaptée. Moins de luminosité. Les 2 bassins du bas, ils ont moins ce souci-là. Donc dans le bassin du haut, on est resté sur des menthes aquatiques et des roseaux. Bon, les roseaux, on va passer à autre chose. Les bassins du bas, on est sur des iris d'eau.
Ça marche bien, là, on les voit, c'est Ça beau. marche bien, elles se sont super développées. On voit, elles n'ont qu'une saison. Elles ont 1 an, en fait. On les a mises en septembre l'année dernière. Donc, elles se redéveloppent beaucoup. Et on voit bien qu'elles ont tendance à proliférer. C'est la même en bas? C'est les aussi... mêmes, ouais. Ok, génial. Il y a d'autres fleurs, il y a aussi des menthes aquatiques. Et je profite aussi des extérieurs. Donc là on est, non pas celle-ci, mais celle-ci. Hein, on est sur des menthes d'eau qui sont en train de totalement remplir l'espace. On le voit, elles se prolifèrent. Donc elles ont on va dire une pas excessivement bonne capacité filtrante, mais ça a un aspect verdâtre, c'est mignon et ça sent la menthe. Donc on ne va pas s'en passer. On profite aussi un peu des contours, du coup, hein, on voit qu'il y a d'autres choses qui poussent, du coup il y a d'autres menthes qui vont pousser autour. En fait, l'idée c'est que tout cet univers-là ne devienne plus qu'une suite de végétaux où tout se complète. Voilà pour l'idée. Alors les plantes filtrantes, il y en a plein d'autres. Ce qu'on a souhaité faire, c'est pas investir dedans pour l'instant. On a été récupérer des plantes en bord de rivière, en bord de cours d'eau. Toutes les plantes qui sont là sont des plantes... c'est glané, on va dire. Ouais, c'est glané. Et puis elles sont là, elles existent. Hein, et finalement, sur un petit départ, sur une touffe d'iris, elles se multiplient assez rapidement. Et il y a moyen de soi-même casser les rhizomes et de les multiplier soi-même. Donc voilà. À quelle saison tu fais ça? À l'automne, je présume, pour... Alors, moi, c'est ce que je fais très honnêtement pour la consoude, okay. Dès qu'il pleut beaucoup. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Vu que c'est de la plante aquatique, finalement, si elle repart directement dans un milieu aquatique, je pense pas vraiment qu'il y ait de saison. Ça, c'est mon point de vue. Après, à mon avis, comme il y a plus de photosynthèse en période lumineuse, je pense que pour les plantes, je vais pas dire de bêtises au public, mais je pense que... ouais, c'est ce que je pense moi. Ça sent super bon la menthe et c'est une excellente idée. On l'a juste secoué, ouais. Ah ouais, non, c'est top. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu accumules, il doit y avoir peut-être fait que ça stagne, quelques petites odeurs. Alors c'est marrant, voilà, il y a le fait que ça stagne et c'est surtout au moment de lâcher d'eau, quand il y a des gros volumes d'eau qui passent, là on a une odeur qui arrive, en fonction des moments de l'année aussi, quoi. D'accord. Et donc là, tu m'as parlé du premier bac, du deuxième bac. Et le dernier, tu allais me montrer quelque chose avant qu'on parle des plantes. Alors, je sais plus. Bon, il y a quand même une petite partie intéressante. Enfin, c'est ce qu'ils conseillent de faire. On a cette petite cascade. La cascade permet une chose, c'est une réoxygénation de l'eau. C'est-à-dire que la goutte d'eau qui va venir là, puis transporter, puis passer en travers les cailloux, va oxygéner, ce qui fait qu'à la fin, on a de nouveau, en plus d'une eau un petit peu filtrée, une eau qui est réoxygénée, qui arrive dans le dernier bassin. Et de ce dernier bassin, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à 20 cm sous les cailloux, là par contre, le bassin est percé et l'eau repart. Elle repart par où? Parce que j'ai vu qu'il y avait ça ruisselle un peu. Ouais, alors elle repart, en fait, comme on est complètement, pour avoir creusé 40 cm de profondeur, en fait il y a 50 cm de profondeur, on a tapé complètement dans la roche. Ah oui, t'en parlais tout à l'heure déjà pour le potager. Donc, voilà, là on est, les maçons, architectes qui ont pensé à ce fort, et militaires, ont creusé dans la roche complètement. Donc je pense qu'il y a les 10-15 cm de terre, d'humus qui est arrivé, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ici, quand les gens à qui on a racheté, nos anciens propriétaires, eux ont acheté, c'était une forêt. Là-dedans aussi, dans ce qu'on appelle les douves, enfin des fossés. Ouais, c'est ça les douves? Ah, c'est ce qu'il y a tout au fond. C'est tout. Là, on est aussi dans les douves actuellement. Voilà. Okay. Les douves, c'est un nom médiéval, c'est pour des châteaux forts. Il se dit que dans les forts militaires de ces années de construction-là, on appelle ça des fossés. Mais c'est vachement moins charmant que douve. Hein. Du coup, on utilise le mot douve, mais je me suis fait reprendre par un spécialiste des forts. Il dit non, c'est pas des douves, c'est des fossés. Bon, alors, du coup, désolé pour les spécialistes. Alors. On est dans le fossé. Et du Donc coup, là, c'était de la forêt, tu me disais. Ouais, c'était aussi la forêt. Du coup, une forêt qui a maximum 130 ans, parce que le fort a été construit à 130 ans. Mais ça a réussi à pousser, c'est ça qui est dingue. Ça a poussé partout. Même dans et puis dans les pierres, ça a poussé dans le... Je vais profiter, juste derrière, voilà. il y a des petits arbres qui continuent à pousser. Ça, c'est dingue. Alors c'est des arbres qui sans cesse rejettent. Ils rejettent et nous, on taille les rejets régulièrement, mais on préférerait qu'ils ne meurent pas définitivement, parce que j'ai peur qu'à partir du moment donné où les racines
qui sont incrustés dans les murs vont pourrir, se mettre à pourrir, et nous on va avoir du dessèlement de pierre. Du coup, j'avais essayé au tout début par la technique d'insérer de l'ail, une gousse d'ail dans l'écorce, enfin dans l'aubier en fait, entre l'écorce et l'arbre. Apparemment ça fonctionnait pour faire crever. Heureusement j'ai raté mon coup, ce qui fait qu'ils ne sont pas morts. Donc tous les ans on taille les rejets comme des gens taillent une haie, on monte à l'échelle et on découpe ça. Je ne sais pas si on peut dévier aussi sur la toiture. Est-ce qu'on t'a parlé de cette toiture qui a été fabriquée? Oui. Alors, on en a parlé tout à l'heure pour expliquer que c'était pour éviter l'écoulement de l'eau. C'est-à-dire que Mais vas-y, redis-le. Cette toiture métallique, finalement, qui n'est pas ce qu'on aurait forcément aimé faire d'une toiture végétale. Vous avez customisé. Ouais, voilà, qu'on a fait peindre par des gens ici du milieu du graffiti pour avoir de la couleur, en fait, pour ne pas avoir des tôles grises. Elles font 3,50 m de long, ce qui fait qu'avant, ces tôles-là, sur les 2 premiers mètres du bâtiment à l'intérieur, quand il pleuvait dehors, à grosses gouttes, il pleuvait dans les pièces. Donc il faut imaginer qu'on achète un lieu de vie, on commence à monter là, et quand il pleut fort, il pleut dedans. Ça va pas être rassurant. Non, surtout que les premiers mètres des pierres sont eux aussi, les premiers mètres dans les pièces sont... on voit les fragments de pierre qui se sont déjà décrochés, quoi. Nos anciens propriétaires, quand ils ont acheté le fort, ils ont dû déblayer les mètres cubes de caillasse qui sont tombés suite à la flotte qui passait par au-dessus. Vous avez sablé là pour qu'on voit la différence. Ouais, voilà. Alors, les 60 mètres de bâtiment par 8 mètres de haut ont été sablés. Donc, on a loué le matériel, on l'a fait nous-mêmes. Un de nos copropriétaires a mis la main à la poche pour aider financièrement à ce projet-là. Ce qui fait qu'on est passé d'un bâtiment qui était noir, comme les murs qu'on peut voir là. Je vais essayer de filmer. Vas-y. Ouais, à un bâtiment qui a retrouvé sa couleur d'origine, pierre blanche, quoi. Et puis là, là, il fait pas très beau, mais quand je suis arrivé, il y a eu un rayon de soleil. Voilà, ça nous a rendu lumineux. C'est une face nord quand même. Bon, on voit que si on n'a pas un entretien dessus, les taches noires commencent à revenir. Surtout le fait qu'on n'ait pas de chéneaux qui récupèrent la flotte. L'eau qui coule sur le toit retombe au sol et du coup, par l'effet de la giclure, ça renvoie de l'humidité sur le mur. Et alors, quand on peut, on passe un petit coup de Karcher pour essayer de diminuer cet effet-là. Mais on sait très bien que dans peut-être 20 ans, 30 ans, il faudra peut-être remettre un petit coup de sablage. Le projet pour l'année prochaine est de sabler l'entrée au niveau du pont-levis, là où on a notre chantier actuel, quoi. Je mettrai quelques images. Voilà, pour avoir une photo, ça fera une belle photo, pour avoir une entrée qui rayonne aussi un petit peu plus que ce truc tout noir. Même si, déjà beau, en plus. Oui, ça a de la gueule, du coup ça fait un côté, la nature a repris les dessus. C'est ce qui se passe dans ces forts-là, les forts abandonnés, finalement, comme je disais, il y a 130 ans, quand ils les ont construits, c'était à blanc, à nu complètement. Le plus vieil arbre qu'on a eu coupé ici, il a 80 et quelques années. D'accord, donc ouais, ça veut... Et il y en a un qui doit être un peu plus vieux, et je pense qu'il y en a un qui est quasiment du début. Parce qu'il a été construit pendant 130 ans, mais jusqu'à la réforme en 1915, il a été entretenu. Donc il n'y avait rien qui poussait. Donc c'est là où on retrouve des arbres d'à peu près 80 ans, c'est que pendant tout ce temps-là, à partir du moment donné où il a été réformé, voilà, à partir du moment où il n'y avait plus d'humains, la nature a vraiment repris le dessus. C'est rassurant, même là où on peut bétonner, enfin mettre de la pierre, tout retourner. Franchement, c'est incroyable. Mais tant mieux. Incroyable. Ça me rassure. Ouais. Bon, pas pour vous, pour le boulot. Après. Le truc, c'est qu'on s'adapte en fait. On n'a pas pour projet de refaire un fort à neuf comme il a été construit. Par contre, de le soutenir, de le maintenir, de le consolider, de ce qui tombe. C'est votre maison, vous avez intérêt à la... Ouais, voilà, on a intérêt. Et il y a des endroits où on sait qu'ils seront... Enfin, en tout cas, on n'a pas de projet d'exploitation. Pour le coup, on les laisse à l'abandon contrôlé, on va dire. Peut-être qu'un jour, il y aura des gens, tu sais, les bâtisseurs des bâtiments de France, peut-être des gens qui veulent s'entraîner, On a déjà tendu un peu la perche à des connaissances dans ce domaine-là. Ce qui est compliqué pour les gens des bâtiments de France, justement, c'est qu'on n'est pas classé. À partir du moment donné où tu n'es pas dans un monument classé, eux, ils n'ont pas à intervenir. Et on ne peut pas être classé en... collectif alternatif, lieu alternatif, je ne sais pas si c'est une valeur. En tout cas, on l'est entre nous. Par contre, on rencontre de temps en temps des passionnés de pierre qui, eux, seraient prêts à remonter des murs. Excellent.
Parce que voilà, c'est quand même les techniques qu'on n'a pas tous acquéries et puis c'est particulier. Et l'autre souci, c'est que c'est bien beau de réparer les murs, mais le problème, c'est pas le mur en lui-même, généralement c'est l'infiltration qui se passe derrière. C'est la structure. Voilà. Du coup, nous, on pourrait rempierrer et puis faire joli, mais c'est beaucoup de boulot au-dessus. C'est pour ça qu'aussi... Cacher la misère, limite, pour qu'après, ouais, ça... Alors c'est là où on a choisi ça au-dessus, de barder le toit, plutôt que de décaisser les 60 mètres, retrouver la structure, la fine couche de béton qui servait d'étanchéité, et recréer cette semelle béton ou trouver une autre technique d'étanchéité. Il y en a plein d'autres, on aurait pu utiliser un produit, un liner, un truc, mais humainement et en termes de coût, c'était pas dans nos capacités en fait. Du coup, il y a une armature métallique sous la toiture et c'est elle qui supporte les 60 tôles, je crois, qu'il y a à peu près là-haut. Oui, c'est ça, 60 mètres, il y a 1 mètre, du coup, il y a 60 tôles. Ouais. C'est très beau. Merci. Je pense que les gens confirmeront, n'hésitez pas à Merci. le dire, mais c'est vrai. L'idée, c'est que ça nous dérangeait quand même de faire un toit ferraille sur un toit végétal. C'est un peu ce qui m'a... ça tique. Donc, le compromis a été de mettre un peu de couleur dessus, sachant qu'un jour, il faudra aussi le repeindre, mettre de nouveau de la couleur. Donc peut-être qu'un jour, on désossera tout, puis qu'on aura les moyens de le refaire comme c'était. Vous ennuierez, vous aurez tout fait. Ouais. Ça sera pour les gosses. Ça. Ouais, bien, excellent. Mm. On a parlé des enfants et ils vont reprendre, j'espère pour vous. On verra bien. Ça, on ne sait pas. Bon merci beaucoup pour la présentation à la base et de la phyto et de cette... oui, on a rebondi du coup. Non, c'est génial. Je te l'ai déjà dit hors caméra, moi, on peut dévier autant que tu veux. Tu sais qu'on a eu un jour des commentaires comparés par rapport à nos fenêtres, parce que les fenêtres qu'on a rajoutées sur ce bâtiment-là sont des fenêtres de récup, d'autres démontages ou d'erreurs de cote. Ouais. Et en fait, on nous a un peu... gentiment agressé en disant non mais c'est honteux, ce n'est pas des fenêtres arrondies sur la hauteur. C'est facile de donner des ordres ou des conseils quand ça vaut la peau des fesses. Ouais, voilà. Alors moi j'aurais rêvé d'avoir des fenêtres qui épousent les formes des trous voûtés. Mais malheureusement on est quand même beaucoup dans du système D, dans de la récup et plutôt que ça parte à la benne, on a préféré nous les récupérer et les implanter. Il faut des sacrés moyens. Enfin, généralement, on ne parle pas d'une maison de 30 mètres carrés ou de... Non. Je pense que... Tu sais à peu près, rien parce que c'est grand partout, tu sais combien ça fait de mètres carrés juste sur cette... Sur cette façade ouais, avec toutes les voûtes. Tu dois connaître déjà peut-être à l'intérieur. Ouais. Et du coup, sans compter les couloirs qui sont extrêmement longs, mais juste en comptant rien que les voûtes, que les gens aient une idée quand même de... en intérieur là, c'est simple, on a 60 mètres carrés par pièce et on en a 1, 2, 3, 4, 5 de 60 mètres carrés, donc 66 par 5, 3. Du coup, il y a déjà 300 mètres carrés, plus encore, je dirais, les autres pièces aux extrémités sont plus petites, donc on a encore... au moins 80 mètres carrés, du coup on est presque sur du 400 mètres carrés au sol, dans le bâtiment. Sans compter les couloirs. Tout ce qu'il y a derrière. C'est énorme. Merci pour cette encore présentation. Et alors je sais pas comment je vais le monter, donc je sais pas si les gens verront ça avant ou après. Tu verras bien. Mais c'est vraiment bien que tu t'aies parlé aussi de ça parce que je voulais l'aborder avant qu'il fasse nuit et je suis vraiment content qu'on ait filmé. Merci Nino. Je t'en prie. Merci les néo-autonomistes d'avoir suivi ce reportage. Comme vous pouvez voir, j'ai eu des petits problèmes de focus sur les visages. C'est la première fois que j'utilisais ce matériel, donc il y a eu encore un petit couac. Je remercie les 42 personnes qui contribuent à la chaîne en la rejoignant tous les mois. Ça me permet de pouvoir faire les allers-retours. Là, j'ai fait 1900 km aller-retour pour pouvoir vous présenter ce reportage. Donc je remercie vraiment les personnes qui croient en ce projet de l'archipel et qui permettent aux personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir bénéficier des reportages. Merci encore 1000 fois au collectif de ce fort alternatif d'avoir partagé leur installation et leur mode de vie. Je vous salue à toutes et à tous et à très bientôt sur l'archipel.